m'a dit, vous savez, c'est pas très souvent que des hommes m'embrassent, évidemment, puisque elle les découpe à la meuleuse à béton. Et je pense que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est une décomplexion de l'idée de droite, grâce à des Elisabeth Lévy, grâce à des Éric Brunet qui lui officie chez RMC Info, à des gens qui ont libéré leur parole. Je vivais au Pays Basque, et au Pays Basque, Europe 1 n'avait pas d'émetteur. Et donc toute mon enfance et toute ma jeunesse, je n'ai jamais écouté Europe 1, donc je n'ai jamais écouté Pierre Bellemare. Salut et bienvenue dans Media Story. Histoire, portrait, affaires, Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de l'une des plus célèbres voix du PAF. Faites entrer Christophe Ondelat. Journaliste, narrateur, présentateur et même chanteur, Christophe Ondelat a une carrière bien remplie. Mais quel est son parcours ? Et si on racontait l'histoire de l'homme qui nous a raconté des centaines d'histoires ? Et restez bien jusqu'au bout, en fin de récit, Christophe Ondelat nous a fait le plaisir de s'entretenir avec nous. En ce début du mois d'avril de cette année si particulière qu'est 2020, Christophe Ondelat pousse un coup de gueule. Pour le journaliste qui n'a pas sa langue dans sa poche, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Sa colère concerne le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine, rien que ça. En effet, le régiment effectue des tirs d'entraînement depuis sa caserne en plein Bayonne. Et pour Ondelat, l'enfant de Bayonne, c'est insupportable. Il est sans doute gêné pour enregistrer son émission de radio sur Europe 1. Car s'il l'enregistre d'habitude depuis les studios parisiens de la station, il est revenu à Bayonne au moment du confinement. Malgré ce désagrément, Ondelat doit être heureux de refaire de la radio depuis le sud-ouest. Ça doit lui rappeler de bons souvenirs. C'est en effet sur Radio France Pays Basque que le jeune diplômé de Sciences Po Bordeaux démarre. Puis, il va migrer de plusieurs centaines de kilomètres au nord et atterrir à Châteauroux, à Radio France Berry Sud. Si le journaliste peut se vanter d'y signer son premier CDI, il va vite avoir envie d'ailleurs. Car il n'y a pas beaucoup d'actu à couvrir, comme il le confiait sur France Bleu Nord à l'occasion des 40 ans de la station il y a quelques mois. Et s'il se confiait sur France Bleu Nord, c'est parce que justement Christophe Ondelat va y passer après son aventure berrichonne. La station du nord de la France sera un tremplin pour le journaliste qui débarquera à la capitale l'année suivante. Il reste dans le giron de Radio France et participe aux premières années de France Info. C'est-à-dire, c'était un nouveau format, c'était une exploitation de l'homme par l'homme, parce que on commençait à 6h le matin, qu'on finissait à minuit, et que personne n'avait jamais vu des gens travailler comme ça. Puis, ce sera France Inter, où il va y rester près de 10 ans. 10 années durant lesquelles il assurera de nombreux reportages et présentera diverses tranches d'infos. À la fin des années 90, l'homme de radio ajoute une corde à son arc, la télé. Pour le regarder, il faut le vouloir, car c'est sur Forum Planet, une récente chaîne du câble, qu'il est animateur. Il présente des débats qui font suite à la diffusion d'un documentaire. Vous êtes témoins les uns et les autres de tentatives de récupération, on a essayé des fois de vous embaucher pour vendre une... Oui, c'est relativement fréquent. Tout ça me fait penser à une surtout, alors belle vous, phrase. Vous êtes astrophysicien, donc presque astrologue. À l'aube du 3e millénaire, Christophe Ondelat va sur ses 40 ans et s'apprête à voir sa carrière connaître un vrai tournant. Si peu de téléspectateurs sont branchés sur Forum Planet, cela n'empêchera pas Christophe Ondelat de se faire remarquer. Il a tapé dans l'œil de Christine Lenz, la directrice des magazines et documentaires de France 2. Elle a 2 projets pour lui. D'abord, un exercice similaire à ce qu'il faisait sur le câble,
animer un débat autour d'un documentaire. Le deuxième projet est différent et totalement novateur à la télé à l'époque. Il s'agit de présenter un magazine de faits divers. Si aujourd'hui de très nombreuses émissions sur le sujet existent, en 2000, ce n'est pas le cas. Il est amusant de noter que si cette émission deviendra le climax de la carrière de Christophe Ondelat, avant de l'animer, il n'est pas fan des faits divers. Mais alors, pas du tout, ça le dégoûte même. Mais l'envie de faire carrière dans le petit écran est plus grande. Il acceptera le projet les yeux fermés. Le projet initial de Christine Lenz est de proposer une émission de reportage qui revient sur des grandes thématiques autour du crime. Mais rapidement, le projet va complètement changer. Il va changer par la force des choses, car Christine Lenz a choisi de passer par une boîte de prod privée pour ce nouveau programme. Et ce n'est pas du tout du goût de la rédaction de France 2 qui estime que le traitement des faits divers leur revient. La rédaction menace de faire grève et l'émission revoit alors sa copie. Elle s'oriente vers un doc incarné, un format qui n'entre pas dans le champ de compétences de la rédaction. C'est en juin 2000 qu'a lieu la première de Histoire 2. Car oui, c'est comme ça que s'appelait l'émission la première saison avant de se renommer Faites entrer l'accusé. Filmé la nuit, vêtu d'un blouson noir, on croirait sortir Christophe Ondelat tout droit d'un polar. C'est en tout cas exactement l'ambiance qu'a voulu créer la production. Avec sa voix grave et envoûtante, qui deviendra bientôt sa marque de fabrique, Christophe Ondelat nous livre un récit passionnant des pires crimes de la fin du XXe siècle. L'assassinat du petit Grégory, Francis Holm, le routard du crime, Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, Marc Dutroux, le démon belge. Des affaires tant glaçantes que captivantes. Dans un décor feutré, pour enrichir le récit, Ondelat reçoit juges, avocats, enquêteurs, experts psychiatres et parfois même les criminels eux-mêmes, comme lorsqu'il s'entretient avec Simone Weber, une criminelle ayant découpé son ex-amant à la meuleuse à béton. Une rencontre qui le marquera. À la fin, on s'est embrassé, c'était très drôle, je le raconte, parce que elle m'a dit, vous savez, c'est pas très souvent que des hommes m'embrassent, évidemment, puisque elle les découpe à la meuleuse à béton. Et donc, ce contact avec cette femme, ma capacité à m'attacher à elle, à avoir une conversation tout à fait normale, m'a amené à penser que cet univers du crime était plus intéressant que je ne le pensais. Faites entrer l'accusé, ou Fela pour les intimes, va rapidement devenir culte. Que ce soit pour sa musique, qui nous plonge tout de suite dans l'ambiance polar, et qui est un remix de Michel Legrand par Ariel Wiesman, sa réalisation façon film policier, ses histoires incroyables et vraies, et bien sûr pour sa fameuse séquence finale où Ondelat enfile sa veste. Fela va à la fois s'imposer comme l'émission de faits divers, et en même temps consacrer Christophe Ondelat, désormais célèbre et à jamais lié à ce programme. Si Christophe Ondelat rejoint le service public pour faire de la télé, il va le quitter côté radio. Après 15 ans de bons et loyaux services chez Radio France, Ondelat débarque sur la première radio de France, RTL. Il succède à Jean-Jacques Bourdin à la tête d'un rendez-vous iconique de la station. Les auditeurs ont la parole. Quelque temps plus tard, en 2003, bien installé sur RTL, Christophe Ondelat va lancer un rendez-vous qui deviendra lui aussi phare. On refait le monde. Sur le papier, rien d'original, 4 personnalités qui viennent commenter l'actu du jour. Mais ce qui va faire que le programme va se démarquer, c'est son casting. Selon Ondelat, les médias laissaient s'exprimer jusqu'ici avant tout la pensée de gauche. Il décide alors de faire parler davantage des polémistes de droite. Cette différence, amplifiée par le talent de Christophe Ondelat à animer les débats, va booster les audiences de RTL. Et qui surtout, il faut quand même dire que pendant des siècles, des décennies, ne s'exprimaient finalement que les journalistes de gauche. Il y avait, disons, 2 journalistes de droite patentés pour parler. On invitait
Tesson, par exemple, qui était le journaliste de droite, qui incarnait la droite, mais on n'en trouvait guère d'autres. Et ils avaient un mode d'expression relativement classique, ils n'allaient pas au charbon pour dire les choses. Et je pense que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est une décomplexion de l'idée de droite, grâce à des Elisabeth Lévy, grâce à des Éric Brunet qui lui officie chez RMC Info, à des gens qui ont libéré leur parole et qui ont dit oui, moi je suis journaliste et je suis de droite et d'une certaine manière je vous emmerde. En 2004, Arlette Chabot devient la nouvelle patronne de l'info de France 2. Un de ses challenges est de contrer le trésor de Jean-Pierre Pernaut sur la une, dont le succès d'audience n'est plus à démontrer. Elle décide de confier les rênes du nouveau JT de la mi-journée à l'homme à succès du moment dans le PAF, Christophe Ondelat. Le journaliste décide tout de suite d'imposer sa patte. Il installe le plateau au cœur de la rédaction, il instaure un débat où il invite les téléspectateurs à donner leur avis par SMS qui s'affiche en bas de l'écran, un dispositif alors inédit pour un JT. Il met aussi en place un feuilleton du réel, une série de reportages avec un sujet en fil rouge chaque semaine, ainsi que les 5 dernières minutes où il s'entretient avec un invité. Mais voilà, au bout de 5 mois, patatras, Christophe Ondelat décide de quitter le Trésor de France 2 sur un coup de sang. La raison ? Le journaliste n'a pas apprécié un portrait de lui paru le jour même dans Libération, faisant notamment des révélations sur sa vie privée. J'étais dans un état d'esprit, j'étais un peu fatigué à ce moment-là. J'ai été victime de la trahison d'une journaliste qui va se régler devant les tribunaux parce que je lui en veux énormément. Et j'ai estimé à ce moment-là que ce métier, et le métier que je faisais, et l'espèce de petite gloire que j'avais comme présentateur de journal télévisé, ne méritait pas cette souffrance-là. Et j'ai dit basta, au revoir. Voilà, c'est tout, et ça ne mérite pas plus d'explications que ça. Il est comme ça, Christophe Ondelat, sanguin. On retiendra certains de ses coups de colère dans le PAF, comme lorsqu'il engueule Dave dans une émission de Baffy, ou son départ furax du plateau dont n'est pas couché. Mais vous n'entendez que ce que vous voulez là, Christophe. Mais bien sûr. Non, j'offre ce disque pour les raisons qui... Bon, allez, on va faire un truc. Je vais vous offrir votre premier départ de la saison. Vous serez content. Je serai fidèle à ma réputation. Non, ce numéro-là, vous l'avez déjà fait au journal télévisé. Vous me cassez les pieds, c'est pas normal. C'est pas normal, mais... Interrogé en 2010 par le Nouvel Obs sur son côté colérique, il déclare « Entre moi et Michel Drucker, il y a une sorte de gouffre. » C'est le moins que l'on puisse dire. Quelque temps plus tard, en 2012, il révèle sur son compte Facebook souffrir de dépression, causée par la prise de médicaments contre son mal de dos et expliquant alors ses emportements. Après le malheureux épisode du 13h, Christophe Ondelat va continuer d'animer diverses émissions sur des chaînes du service public, du câble et de la TNT. On le retrouve également toujours sur les ondes de RTL. Et il décide de se lancer dans un domaine plus inattendu, la chanson. Il monte un spectacle en 2010, puis, l'année suivante, il sort son premier album. Si Ondelat pouvait s'attendre à certaines critiques, il ne va pas être déçu. Le vrai bad buzz sera pour sa chanson Dr House, moqué tant pour ses paroles que pour son clip. Dr House, Dr House, Dr House, c'est pas Mickey Mouse. Le journaliste va rapidement tourner la page de la chanson. Puis, quelque temps après, ce sera celle de la télé qu'il va tourner. À la rentrée 2016, Ondelat, l'homme de radio, décide de se consacrer à ce média à 100%. Il débarque sur Europe 1. S'il était habitué aux excellents scores de RTL, à Europe, il y a du boulot. La station souffre du départ de Ruquier l'après-midi et elle doit maintenant faire face au départ de Morandini, qui s'occupait des matinées et dont la radio a dû se séparer suite à sa mise en cause dans des affaires de mœurs. Et les affaires, justement, avec Ondelat, il va en être question. Il troque en effet sa casquette de journaliste news pour celle de conteur de faits divers. Un exercice taillé sur mesure pour lui. Dans Ondelat raconte, il nous livre les récits des plus grandes affaires criminelles, avec le talent qu'on lui connaît pour l'avoir fait pendant 10 ans dans Faites entrer l'accusé.
S'il faut reconnaître que le programme ne permet pas à Europe 1 de caracoler en tête des audiences, il jouit d'une belle notoriété et notamment en podcast, où il figure dans le top des émissions les plus écoutées. Si On de la raconte n'est présente à l'antenne que depuis 4 ans, il est amusant d'observer qu'elle fait partie des plus anciennes émissions de la station. La conséquence des nombreux bouleversements de la grille d'Europe 1 ces derniers temps. À la manière d'un Pierre Bellemare, qui fut conteur d'histoire pendant de très nombreuses années sur Europe 1, Christophe Ondelat se voit-il endosser ce rôle pendant encore longtemps ? Et si on lui posait la question, justement ? Bonjour Christophe Ondelat, merci beaucoup de nous accorder ce moment d'échange. On est très content de vous recevoir ici dans votre bureau à Europe 1. Non seulement vous êtes le deuxième invité de Media Story, mais en plus, dans ce que nous faisons, un podcast qui raconte des histoires, vous êtes le maître du genre. Bonjour, et merci de dire que je suis le maître du genre. Avec grand plaisir. Christophe Ondelat, on sait que vous avez été opéré de la gorge en fin d'année. On est très content de vous réentendre sur Europe 1 depuis le début d'année. Comment vous allez aujourd'hui ? Bah, je vais bien. Disons que ma voix a changé, il m'a fallu un peu de temps pour m'y faire. Mais aujourd'hui, c'est une page qui est tournée. Voilà. Et nous en sommes très heureux. Je terminais le récit sur votre carrière en parlant de votre émission On de la raconte et en faisant le parallèle avec Pierre Bellemare. Je note d'ailleurs que vous avez un portrait de Pierre Bellemare dans votre bureau. Pierre Bellemare, donc, qui a raconté des histoires pendant de très nombreuses années sur Europe 1. Est-ce que vous vous voyez continuer pendant encore très longtemps dans ce registre ? Deux choses. Je suis, sans le savoir, un héritier de Pierre Bellemare que je n'ai jamais écouté. D'accord. Parce que je vivais au Pays Basque et au Pays Basque, Europe 1 n'avait pas d'émetteur. Et donc toute mon enfance et toute ma jeunesse, je n'ai jamais écouté Europe 1, donc je n'ai jamais écouté Pierre Bellemare. Et donc je suis un héritier sans le savoir, en fait, quoi. Je ne m'inspire pas du tout de lui, vu que je ne l'ai jamais écouté. Si je l'ai vu un peu à la télé, mais dans ses fonctions de récit radio, je ne sais absolument pas ce qu'il a fait, et c'est pas de mon fait, quoi. Je pouvais pas faire mieux. Est-ce que je me vois continuer longtemps? Mais oui, probablement que ça sera l'activité qui m'accompagnera jusqu'à ce que je ne puisse plus parler, quoi. Hein? Vous avez fait pendant l'essentiel de votre carrière de l'information, en télé mais surtout en radio. Est-ce que vous envisagez de revenir vers l'info un jour ? Jamais. Voilà, c'est une page qui est tournée. J'ai adoré. J'étais très dépendant de cette drogue, en fait. D'accord. Et aujourd'hui, je suis complètement sevré. Et il n'est pas question que je replonge. Parce que ça a été une période de ma vie, mais il faut bien se rendre compte que quand, comme moi, on a débuté dans l'info en 1981, donc il y a 40 ans, les choses ont beaucoup changé. La manière de traiter l'info a beaucoup changé. La manière d'être journaliste a beaucoup changé. Et on peut pas nous demander une adaptation continue toute notre vie. Il y a un moment où on n'a plus envie de s'adapter. D'accord. Et moi, la manière dont ça a évolué aujourd'hui, je m'y vois pas. Je dis pas que c'est pire, que c'est mieux, j'en sais fichtre rien. Mais moi, je m'y vois plus. Voilà. Et puis, j'ai plus envie de faire l'effort. J'ai trouvé autre chose qui me plaît plus, qui m'a permis de changer de vie professionnelle. Oui. Il n'est pas question que je revienne à la précédente. Quand on a la chance comme ça de trouver un truc qui est un rebond et un pas de côté qui offre encore, au bout de 40 ans de carrière, de nouveaux moments de bonheur professionnel, on les saisit. Si je fais autre chose, ça sera autre chose. Certainement pas revenir en arrière. C'est très clair. Vous vous consacrez actuellement à vos premiers amours, la radio, mais vous avez fait aussi beaucoup de télé. Et dans une interview en décembre 2019 à Pure Média, vous évoquiez votre projet d'adapter On de la raconte à la télé. Où en est ce projet et est-ce que vous avez d'autres projets en télé ? Où est-ce qu'on en est ? On est sur le point de tourner un pilote. Très bien. Je peux pas vous dire pour qui, bien sûr. À mon avis, ça sera à l'antenne en septembre. J'espère. Après, tourner un pilote ne garantit pas d'avoir une diffusion, hein. Mais voilà, je suis assez confiant dans le produit. Je travaille là-dessus avec un réalisateur très très inventif dont je peux pas non plus donner le nom. Et voilà, on a à mon avis, une super bonne idée.
pour adapter une émission de récit à la télé, c'est pas évident, parce que ça peut pas être fait. Vous avez pas connu Jean-Claude Decaux, mais Decaux, il racontait des histoires comme ça, face à la caméra, avec une carafe d'eau et un verre, quoi. Bon, c'était un peu austère. Donc, on peut pas faire ça. Donc, il faut qu'on trouve une manière de mettre en scène le récit, et a priori, on a trouvé un truc super original et super novateur, surtout. On a hâte de voir à quoi ça ressemble. Restons sur la télé. On est revenu dans notre récit sur votre départ brutal du Trésor de France 2 en 2005. Est-ce qu'avec du recul, vous regrettez de l'avoir quitté de cette manière ? De toute façon, j'ai choisi de ne rien regretter de ma vie. Voilà. Je ne regrette jamais rien, d'abord parce que ça sert strictement à rien, puisqu'on peut pas rembobiner la machine pour reprendre là où on a pris la décision. Deuxièmement, le fait d'avoir arrêté le Trésor de France 2, c'est ça qui me fait inventer On refait le monde sur RTL. Je serais resté au Trésor de France 2, j'aurais jamais inventé On refait le monde, qui est la première émission de débat d'actualité à la radio et ensuite à la télévision. À l'époque, on ne faisait pas ça. Aujourd'hui, on ne fait plus que ça. Donc, j'ai été l'initiateur d'un truc. J'en suis super fier. Je serais resté au Trésor de France 2. En vérité, la présentation d'un journal télévisé, il n'y a rien de plus ennuyeux sur la planète Terre. Ça n'était pas mon genre. Ça consiste à lire un prompteur pour des phrases de 15 secondes pour lancer des sujets de reportage. C'était pas ma cam. Je l'aurais pas fait longtemps. Donc voilà, je l'ai fait 5 mois. Ça me va bien. J'ai aucun regret. Et toujours pour rester sur la télé, mais pour revenir maintenant sur votre émission culte, Faites entrer l'accusé. Quand on présente pendant 10 ans une émission qui se penche sur les plus grands crimes jamais commis, est-ce qu'on dort bien la nuit ? Oui. C'est un peu comme un chirurgien qui opère à cœur ouvert toute la journée, il dort bien la nuit. Un pompier qui ramasse des cadavres toute la journée, il dort bien la nuit. Un métier, c'est un métier. C'est pas une routine, mais on sait très bien construire les barrières qui nous éloignent du crime et de ses victimes. Sur le moment, bien sûr qu'on connaît beaucoup d'émotions, mais on peut pas se coucher avec ces émotions. Donc on apprend à les mettre à distance. C'est pas une banalisation. Chaque histoire est une émotion particulière. Mais je sais pas, c'est un peu un miracle, quoi. On apprend, et plus encore quand on est reporter, parce que moi j'ai quand même été reporter très longtemps. J'ai vu mourir des gens dans les reportages, j'ai vu la guerre, j'ai vu la famine en Éthiopie. Je sais pas, on apprend à mettre une barrière, quoi. Voilà, c'est comme ça. Heureusement, sinon on fait un autre métier. Oui, bien sûr. Vous avez souvent raconté qu'un de vos moments les plus marquants dans Faites entrer l'accusé est votre rencontre avec Simone Weber. Si vous deviez nous raconter un autre de vos grands souvenirs de cette émission, ce serait lequel ? Pourquoi ça me marque Simone Weber ? Parce que c'est pas courant de rencontrer une meurtrière, hein. Une meurtrière de son tonneau, c'est une femme un peu cinglée quand même, Simone Weber, et en même temps très très touchante et très gentille. Une autre histoire qui m'a marqué, c'est l'interview de Chantal Van de Portal, dont la petite fille a été tuée, découpée en morceaux par Van Geloven. Chantal Van de Portal est une femme que j'ai revue à plusieurs reprises, ensuite par l'intermédiaire de son avocat, qui est un copain, Nicolo de Perpignan. Et voilà, c'est une femme qui m'a touché profondément, parce que continuer à vivre quand sa petite fille a été découpée en morceaux par un type comme Van Geloven, c'est une épreuve qui me bouleverse, voilà. Donc ça fait partie des... Après, si vous voulez, comme je l'ai dit, sur comment on dort la nuit, on enchaîne aussi, hein. Comme moi, on a raconté pas loin de 1000 crimes dans sa vie. D'abord, on garde pas des souvenirs des 1000, et ensuite, on enchaîne, et on oublie. Hein, voilà. Donc on passe au suivant. C'est toujours le crime sur lequel on est en train de travailler. Là, sur cet ordinateur, je suis en train d'en écrire un autre que j'avais jamais raconté. Voilà. Pour l'instant, je suis dans celui-là. Et demain, je serai dans un autre.
Et pour rester sur Faites entrer l'accusé, l'émission est arrivée sur RMC Story il y a quelques mois, après des années sur France 2. Est-ce que vous l'avez regardé? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, je me regarde pas à la télé, non. J'ai pas cette vanité. Non, je me suis pas regardé. Ah, je voulais parler, pardon, de la nouvelle version avec... Ah non, je l'ai pas regardé non plus parce que ça m'est insupportable. Parce que c'est un peu comme si, je sais pas, si quand vous avez une maison que vous la vendez, vous allez visiter les gens qui vous l'ont acheté, non. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. J'ai mis des années à regarder la version de Frédéric Lantieri. Pourtant, Frédéric est une amie. Je connais Rachid puisque j'ai travaillé avec lui à BFM TV, mais je visite pas les maisons que j'ai vendues, non. Voilà. Longue vie à sa version, mais moi non. Non, je la verrai un jour, hein, mais pas à chaud comme ça. D'accord. Et outre Faites entrer l'accusé, on retrouve aujourd'hui de nombreuses émissions sur les faits divers à la télé, notamment sur la TNT. Est-ce que vous les regardez? Oui, j'aime bien Enquête criminelle de W9, que je trouve bien fichu. L'émission de TFX aussi est pas mal. Voilà, c'est deux formats que je regarde, dont je me sers aussi parfois pour raconter mes histoires, parce que il y a des anecdotes quelquefois dans ces émissions qui viennent compléter le travail de mes auteurs. Donc eux parfois les regardent, parfois moi je les regarde parce qu'ils les ont pas regardés. Enfin voilà, je trouve que si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que bon, la mise en scène, les reconstitutions, tout ça, c'est pas trop ma came, mais il y a quand même une véracité sur le plan du fond. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, en gros, dans ces émissions, il n'y a pas d'erreur sur le récit. Donc, c'est intéressant. C'est des produits qui sont bien faits. Même si moi, je n'aime pas les reconstitutions. Mais enfin, je suis capable de m'en détacher, quoi, quand je les regarde. Et revenons à la radio. Votre émission On de la raconte a la particularité d'être disponible en podcast le matin même de sa diffusion l'après-midi sur Europe 1. On sait que la radio développe beaucoup de podcasts natifs à travers Europe 1 Studio. Est-ce que vous avez des projets de podcasts natifs avec Europe 1? On de la raconte est un podcast natif, à mon sens, puisqu'il est diffusé à 6h du matin et on va encore probablement avancer l'horaire de diffusion, probablement à la veille. Parce que... pour bien marquer qu'on est un podcast natif. Évidemment, c'est le financement de ce podcast natif tient à sa diffusion à la radio. Mais moi, je n'écris pas une émission de radio, j'écris un podcast qu'ensuite j'adapte pour la radio et que je diffuse à la radio, qu'Europe 1 diffuse. Mais dans ma tête et maintenant dans l'esprit d'Europe 1, notre priorité aujourd'hui, c'est le podcast. Même si l'émission fait de bonnes performances à la radio, moi, priorité, c'est le podcast. Le podcast est un média en plein boom, la radio est un média en déclin. Et donc, je m'accroche aux médias qui se développent, et sans négliger le média qui s'éteint. Mais ma priorité, c'est le podcast. Et donc, je dis que On te la raconte est un podcast natif, et que c'est donc le premier podcast natif de France. Et bravo pour ça. Et pour rester sur les podcasts, est-ce que vous en écoutez et quels sont vos podcasts favoris? Très peu. De la même manière que je regarde peu d'émissions criminelles, que je ne lis pas de polar, que... Non, si vous voulez... Non, j'écoute pas beaucoup de podcasts, ça m'arrive d'écouter ponctuellement ce que font mes amis. Je connais très bien Fabrice Rouel, donc je peux écouter de temps en temps une affaire sensible. Je connais bien Jean-Alphonse Richard d'RTL, donc je peux écouter de temps en temps l'heure du crime. Ça m'arrive d'écouter des podcasts qui parlent de crime pour voir ce qui se fait et voir l'évolution du format chez des gens qui se lancent là-dedans. Voilà, mais... non, je suis pas un grand écouteur de podcasts. Je suis un grand consommateur de replay à la télévision, mais pas du tout un grand consommateur de podcasts, non. Enfin, pour terminer, on sait que vous avez mis entre parenthèses votre carrière de chanteur. Est-ce que vous envisagez un jour d'y revenir? C'est pas une carrière. C'est pas une carrière, et je l'ai pas mise entre parenthèses. C'est une des chances qu'on a dans la vie, c'est un peu comme vous faites des podcasts. Je sais pas si vous en ferez toute votre vie des podcasts. Donc vous en faites maintenant, et c'est un truc qui vous aura nourri à un moment de votre vie. Ben moi, de la même manière, chanter, ça m'a nourri pendant 3 ans de ma vie, pas nourri financièrement, hein. Ça m'a coûté un pognon dingue. Mais ça a été une expérience de plus. Enfin moi je trouve que l'intérêt dans la vie, c'est
à l'inverse de, je sais pas, de Jean-Pierre Pernaut qui fait la même chose toute sa carrière, de Patrick Poivre d'Arvor qui présente le 20h toute sa carrière. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de faire des trucs différents. Donc, j'ai été chanteur. J'espère que je serai comédien. J'espère que je jouerai un jour dans un vrai rôle dans un long métrage, ou un premier rôle dans une série télé. Voilà. Est-ce que je referai de la chanson? Oui, peut-être. J'ai pas encore fait de théâtre, donc j'aimerais faire du théâtre. Voilà. C'est se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai pas encore fait qui peut m'offrir l'excitation et l'extase de la nouveauté. Parce qu'en fait, moi, je suis un type, quand je m'assois devant un micro à la radio, j'ai pas peur. J'ai jamais peur. Quand je m'assois face à une caméra de télé, j'ai pas peur. J'ai jamais peur. Je me sens en confort et je me sens dans une forme de routine. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté Faites entrer l'accusé. Parce que la routine m'exaspère. Quand je fais quelque chose que je n'ai pas fait, quand j'ai fait à l'époque un concert sur scène, on se retrouve avec la boule au ventre de nos débuts professionnels. C'est ça l'extase, c'est ça qui m'intéresse. Donc quand je tourne pour le cinéma, j'ai fait des petits rôles au cinéma, mais pas des grands. Mais ça voilà, j'ai l'estomac qui se noue, la veille j'ai un peu la trouille et tout. C'est ça qui me plaît dans la vie. Donc j'en ferai peut-être chanteur, peut-être pas, peu importe, c'est pas grave. Et vous avez devancé justement ma dernière question. Est-ce que vous avez d'autres projets ou envies artistiques comme faire de la fiction, par exemple? J'aimerais, mais on me l'a proposé 1000 fois. D'accord. En vérité, en l'état, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. C'est ça qui est compliqué. Quand on fait une émission quotidienne, on n'est pas disponible pour aller tourner un mois sur une fiction. Donc, il faut que j'anticipe suffisamment. D'accord. Pour que j'anticipe, il faut que les gens qui me le proposent tiennent leurs promesses. Parce que me le proposer, on me l'a proposé 10 fois. Et des gens super. Lelouch m'a dit, je te mets dans mon prochain film. Alain Depardieu, qui est le frère de Gérard, qui est un gros producteur de cinéma, m'a dit, vous serez dans mon prochain film. Laetitia Masson m'a appelé un jour et m'a dit, Christophe, je vous veux dans mon prochain film. J'ai dit, ok, banco. Jamais de retour. C'est des métiers où les gens comme ça ont des envies et puis doivent promettre à tout le monde et ils tiennent pas leur parole. Je leur en veux pas du tout. Mais moi j'ai besoin d'un peu d'anticipation parce que si je dois tourner une fiction, alors il faut que j'arrête la radio par exemple. Ou faut que j'arrête On de la te raconte. De toute façon, je ferai pas On de la te raconte sous cette forme toute ma vie. Je ferai des récits, je raconterai des histoires, mais pas à ce rythme-là, peut-être de manière moins prenante. Enfin là, ça m'a quand même bien bouffé la vie ces 5 dernières années. Vous imaginez ce que c'est d'écrire entre 20 et 23 000 signes par jour. Donc j'écris tout moi-même. C'est pas, je lis pas le texte d'un autre. Ouais. Donc c'est un travail de dingue. Et donc là j'ai un peu allégé. J'en fais un peu moins parce que mes rediffusions marchent très bien. Mais puisque finalement mon arrêt maladie m'a permis de me décomplexer. Tous mes chiffres ont augmenté de podcast et d'audience radio alors que j'ai pas fait une seule émission pendant 2 mois. Donc du coup ça m'a détendu, j'en fais moins et donc peut-être que là je suis plus prêt pour faire de la fiction. J'ai une pièce de théâtre en tête que j'ai écrite, que j'aimerais jouer, mais c'est pas le moment d'aller présenter des pièces de théâtre à des producteurs. Les pauvres, ils sont sous l'eau. Le cinéma est dans le même état. On va attendre que tout ça se repose. Moi j'arrive à un âge où j'ai moins besoin de travailler au quotidien et où je vais pouvoir enfin faire des trucs que j'ai jamais fait. Très bien. On vous souhaite de pouvoir réaliser toutes vos nouvelles envies. Et j'avais une dernière question qui m'est inspirée par le lieu où on enregistre cet entretien, votre bureau. Ouais. C'est quoi votre journée type à Europe 1 ? On aimerait en savoir plus sur les coulisses de On de la te raconte. Ma journée type, j'arrive 10h du matin. Bon, il faut que les gens comprennent parce que ça va les surprendre, ça, que dans nos métiers, on commence nos vies plus tard et on finit plus tard. Voilà. C'est comme ça. À la télévision, les gens commencent à 10h, 10h30. Ils sont vraiment au travail qu'à 11h parce qu'ils prennent un café pendant une demi-heure. C'est comme ça. Donc on commence tard le matin, on se lève tard. Donc moi je me lève à 8h du matin. Je suis au bureau vers 10h moins le quart. Et j'écris toute la matinée.
la fin de l'histoire que j'ai commencée la veille. Donc j'écris jusqu'à 12h30, 13h. À 13h, je vais l'enregistrer dans mon studio, parce que maintenant j'ai un studio à moi au sous-sol d'Europe 1, qui est pas un truc très luxueux, mais qui est bien sur le plan du son, et qui me permet d'enregistrer à n'importe quelle heure, sans avoir nécessité d'enregistrer dans un studio et de réserver un studio, parce qu'ici les studios tournent en permanence, donc d'avoir la liberté d'enregistrer quand je veux. Ensuite, on déjeune vers 13h45. Donc voilà, on est complètement décalé par rapport à la vie des gens. Ensuite, je fais une sieste d'une demi-heure, parce que je peux pas me passer de faire la sieste, ça, de tout temps. J'adore ça. Et ensuite, je m'y recolle pour préparer ma fiche d'interview pour l'interview du soir sur l'émission que je viens d'enregistrer. Et quand cette fiche d'interview est prête, j'écris l'histoire du lendemain jusqu'à 18h. À 18h, j'enregistre le débrief de l'interview de l'émission que j'ai enregistrée le matin. D'accord. Et après cette émission, je finis, pour arriver à peu près à la moitié, l'histoire que j'enregistrerai le lendemain. Et ensuite, je rentre à la maison vers 21h. Et le lendemain, je finis cette histoire, je l'enregistre à midi, et ainsi de suite. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. C'est ça ma vie. C'est beaucoup de travail, chaque histoire fait 20 000 signes pour les histoires non criminelles, 23 000 signes pour les histoires criminelles. Donc, les histoires criminelles, c'est 6 heures d'écriture à peu près. D'accord. Les affaires non criminelles, quelquefois, c'est 8, 10 heures. Parce que je pars directement du bouquin. Vous avez là sous vos yeux des PDF, parce qu'on imprime tous les livres en PDF. Ces PDF sont surlignés, et je lis la totalité du PDF pour écrire mon histoire. Voilà. Elle est écrite par personne d'autre que moi. On m'aide en le surlignant, on m'aide en me proposant un plan, en me disant pour faire telle partie, puisque à la radio, on a quand même nécessité d'avoir des chapitres, qui s'intercalent entre les pubs, et donc tu pourras faire ta première partie de ça à ça, de ça à ça, etc. Après, je me démerde, quelquefois je respecte pas le plan, mais ça m'aide beaucoup. Mais je peux mettre 2 jours pour écrire une histoire non criminelle sur livre. Le bouquin fait quelquefois 350 pages, il faut quand même se le lire, et écrire en même temps. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir dévoilé les coulisses de On de la raconte, et surtout un grand merci de nous avoir accordé cette interview depuis votre bureau ici à Europe 1. C'était passionnant. Merci Christophe Ondelat. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. À bientôt pour un nouveau Media Story. Et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de Podcut. À très vite!